La société aujourd'hui a tendance à idéaliser la relation mère-fille. On a les deux polarités. Soit c'est la relation idéale, on est complice, on se raconte tout. Et puis vous avez l'autre côté qui est carrément, c'est la fille ingrate. C'est de toute façon, je ne veux pas ressembler à ma mère. Quelle que soit la polarité sur laquelle vous êtes installé, eh bien vous allez produire exactement la même chose. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé et bon matin à tous. Bon matin Karima. Bon matin Philippe, bon matin à nos auditeurs et auditrices. On dit jamais assez bon matin. Non. On peut le répéter toute la journée. Exactement. Bon matin, Karima Chadibaou est avec nous, psychothérapeute, coach parental et familial et praticienne en constellation familiale. Oui. Aussi. Nous en reparlerons dans une prochaine émission, mais aujourd'hui nous allons nous parler des rapports mère-fille, des relations dysfonctionnelles entre les mères et leurs filles et voir justement comment les rétablir. Finalement, on peut aimer sa mère et être en colère contre elle. Ce n'est pas incompatible. Oui, absolument. Ce n'est pas ni l'un ni l'autre. Exactement. On peut, et au contraire, je dirais même que c'est une preuve d'amour. Parce que notre lien filial, c'est-à-dire le lien avec notre mère ou avec notre père, ou par exemple, on parle souvent des liens de fraternité, les liens de sororité, et donc le lien filial, ils sont faits en fait pour être confrontés. Vous voyez ce que ça veut dire confronter? Ça veut dire pour tester la force du lien, pour tester les vertus du lien, pour tester aussi la réactualisation aussi du lien. Et souvent, on pense que si on va exprimer notre colère ou exprimer notre désapprobation ou exprimer notre différence, tout simplement, eh bien, on pense qu'on va peut-être casser le lien. C'est ce qui fait que on va penser, puis notre société aussi malheureusement elle nous formate un petit peu dans ce sens-là, où à partir du moment où on va se disputer avec quelqu'un, on va rompre le lien. Alors que non, le conflit, exprimer sa différence et l'affirmer, ça ne veut pas dire ne plus aimer l'autre, ça ne veut pas dire ne plus être en lien avec l'autre, ça veut simplement dire que le lien a besoin d'être réactualisé, qu'il a besoin d'être renforcé, qu'il a besoin aussi d'être affirmé et d'être nourri. Alors le but, ce n'est pas de faire le procès des mères ce matin, mais de comprendre comment se libérer de l'empreinte maternelle. Et on va le dire tout de suite, la mère parfaite n'existe pas. Ça, on le sait depuis Winnicott. On le sait depuis Winnicott, que la mère parfaite n'existe pas et que la mère parfaite n'a pas d'enfant. Elle n'en a pas. Vous voyez, d'enfant parfait. Oui, ça n'existe pas. Donc au contraire, c'est dans ce lien et dans cette relation en fait qu'on va se révéler, que la mère va aussi se révéler, parce qu'on sait. Alors je le dis souvent à mes stagiaires et même aux personnes quand j'anime les cercles de femmes, je leur dis vous savez la fille que vous avez été, vous savez la femme que vous êtes aujourd'hui, mais la mère que vous devenez, il y a la mère. Donc celle qui enfante, vous savez, en arabe, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plusieurs mots pour exprimer ce que c'est qu'être une mère. Il y a la mère, il y a la génitrice, il y a la mère, celle qui porte avec son cœur, il y a la mère qui porte avec sa sollicitude, son amour, son empathie, il y a la mère aussi, la normative, la protectrice, la mère critique, et en fait on va découvrir dans ce lien de quelle mère je deviens, je sais quelle fille je suis, ou j'ai été, quelle femme je suis, et quelle mère je deviens, là, si on le découvre au fur et à mesure du lien, au fur et à mesure et puis de ce qui va se jouer, et de la mère que j'ai eue aussi. Parce que quand on parle des liens mère-fille et de l'empreinte maternelle, cette empreinte, elle ne vient pas de nulle part. L'histoire s'est jouée bien avant vous. Déjà entre votre mère et sa propre mère, c'est-à-dire votre grand-mère, et de votre grand-mère avec sa propre mère à elle, c'est-à-dire son arrière-grand-mère, c'est-à-dire le lien transgénérationnel et cette lignée de femmes qui m'ont précédée, et comment est-ce qu'elles ont vécu leur vie à elles d'abord, quelles croyances, quelles convictions elles les ont portées, qu'elles reproduisent à leur tour avec leurs propres filles. Mais la société aujourd'hui a tendance à idéaliser la relation mère-fille. Ah oui, la mère... C'est plein de clichés. Oui, plein de clichés, elles sont complices, elles sont... Alors soit, c'est en fait, on a les deux polarités. C'est-à-dire, soit c'est la mère, la relation idéale, on est complice, on se raconte tout, on va faire des hammams ensemble, on va faire on va faire plein de choses ensemble, du shopping, des trucs genre de nana, quoi. Voilà. Et puis, vous avez l'autre côté qui est carrément, c'est la fille ingrate. C'est de toute façon, je ne veux pas ressembler à ma mère. Je ne veux surtout pas être comme ma mère. Je ne veux pas éduquer mes enfants comme ma mère. Je ne veux pas avoir la relation que ma mère a eue avec sa propre mère. Et c'est là où, en fait, on se rend compte, en fait, que quelle que soit
la polarité sur laquelle vous êtes installé, les deux extrêmes, eh bien, vous allez produire exactement la même chose. Qu'on se construise dans l'opposition ou qu'on se construise en se soumettant au modèle qui a été proposé, eh bien, on va produire la même chose sur le résultat. C'est-à-dire la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, quand on dit je ne veux pas ressembler à ma mère, je ne serai jamais comme elle, c'est comme ça qu'on devient comme elle. C'est comme ça qu'on devient comme elle, exactement. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quand je me soumets au modèle de ma mère, je vais produire la même chose. Mais quand je suis en opposition, vous savez, la loi de l'attraction, ce sur quoi vous allez vous focaliser va se produire. Et donc, on va construire d'une manière non apaisée, c'est-à-dire d'une manière dans le contre-exemple, et donc vouloir aller de l'autre côté, en fait. Quand je dis de l'autre côté, par exemple, une mère qui est, je vais donner un exemple basique, une mère qui est dépressive, par exemple. On se dit, ouais, ma mère, elle s'occupait pas de moi, elle est tout le temps dans son canapé, elle s'habillait pas tout le temps en peignoir toute la journée, elle ruminait, elle était tout le temps jamais contente. Elle dit, ah non, moi je veux surtout pas être comme ma mère. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle va faire, cette jeune femme ? Elle va faire exactement, elle va prendre à contre-pied. Et elle va dire non, donc elle va être hyperactive, elle va avoir des stimulations sociales, c'est-à-dire avoir plein d'amis, et du coup, donc la mère qui est dépressive, pas disponible pour son enfant, la mère hyperactive, pas disponible pour son enfant. Donc du coup, on crée le même résultat. Le résultat sera le même. Oui. Le résultat sera le même. Et ça, c'est le quand chemin on comprend qui est différent, ça, le chemin est différent, oui, mais le résultat est le même. Donc ça, il faut vraiment le comprendre, de dire non, je ne veux pas me construire en opposition, c'est-à-dire que je vais faire le tri. Qu'est-ce que j'ai pris de ma mère ? Qu'est-ce que je veux garder de ma mère ? Qu'est-ce qui est dans le sens des transmissions, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, qu'est-ce que je veux garder et de quoi je veux me libérer ? Et pas dans le rejet, surtout pas. Parce que si on se retrouve à être dans le rejet, il faut vraiment avoir une lecture très apaisée, une lecture avec du discernement. Ma mère, elle a eu son histoire, elle a vécu ce qu'elle a vécu. Qu'est-ce que moi, je suis en train de reproduire de cette histoire de ma mère alors que je ne l'ai pas vécue ? Voyez ? Et que c'est pas mon histoire. Donc c'est ce modèle maternel, il va falloir en fait, ça peut être, et c'est ce qu'on nous propose, donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Philippe, par rapport à cette société, soit c'est un exemple, soit c'est un contre-exemple. Donc sortir... Oui, on est entre la gentille fille et la fille ingrate, comme vous le disiez tout à l'heure. Exactement. Mais la vérité, elle est au milieu, souvent. Exactement, c'est-à-dire le curseur, où est-ce que vous le placez ? D'accord ? Et donc c'est toujours un équilibre à renouveler, un équilibre à recréer à chaque fois. Parce que justement, nous sommes dans les relations et parce que nous sommes des humains. Et donc, on est en constant mouvement et en constante évolution. Il y a des mamans qui entravent inconsciemment l'épanouissement de leur fille. Oui. Donc, et ça, effectivement, elles ne s'en rendent pas compte. Oui. Elles ne s'en rendent pas compte parce qu'en fait, il faut déjà partir du présupposé que votre mère veut bien faire. D'accord ? Je ne vais pas parler des cas de pathologie, ce qu'on nous montre à la télé, par exemple, dans les faits divers, la mère qui a découpé son enfant en rondelles ou qui l'a mis dans son congélateur, ou la maman qui est maltraitante et qui, quand je dis les deux sont maltraitantes, et donc là on a affaire à quand même de la psychopathologie. Je ne vais pas parler de ces cas-là, je vais plutôt parler de ces mamans, de ces mères qui sont bienveillantes dans le sens où elles sont bienveillantes par rapport à leur intention. Elles ne veulent pas nuire, c'est dans ce sens-là. Oui, elles ne sont pas malveillantes. Elles ne sont pas malveillantes, elles ne veulent pas nuire. Mais malheureusement, souvent et parfois, parce qu'elles sont contrôlantes, parce qu'elles sont culpabilisantes, parce qu'elles sont critiques, d'accord, et parce qu'elles pensent bien faire, et parce qu'elles n'ont pas eu non plus des cours de communication, d'accord, non violente par exemple, et qui vont justement générer chez leur enfant, chez leur fille, ces sentiments un peu contradictoires. Et ces sentiments un peu contradictoires, vous avez soit cette loyauté, je dois rester fidèle à ma mère. Et moi personnellement, même quand j'ai eu mes enfants, c'est à partir de cette période-là où j'ai dit, en fait, je peux critiquer ma mère, mais une critique constructive. Alors que souvent, on est éduqué dans le sens où ta mère, elle a le super pouvoir, ta mère, elle sait tout, ta mère, elle comprend tout, ta mère, elle, quand on a un problème, c'est vers elle qu'on se dirige. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on sait que ma mère me veut du bien. Mais dans cette manière dont elle veut du bien, eh bien, elle peut s'y prendre comme une patate. C'est-à-dire, en fait, générer chez moi un sentiment d'imperfection, un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon, un sentiment d'imperfection, je l'ai dit, de vraiment de quelque chose d'inachevé.
Et donc, je vais être en quête d'approbation et en quête de gratification et en quête de reconnaissance pour dire à sa propre mère, moi, je suis une mère aussi comme toi. Et regarde, il y a différentes manières d'être mère. Et la manière dont toi, maman, tu as été mère, par rapport à ton histoire, par rapport à ton vécu, par rapport à ta vie conjugale aussi avec mon papa, voilà, eh bien, t'as une manière. Ce qui t'a été transmis aussi par ta propre mère. Et donc, c'est à nous, en fait. Il y a des choses qu'on doit prendre et qui font partie de l'héritage, il y a un héritage psychologique, un héritage culturel, un héritage... comment je vais dire ça, c'est dans le psycho-émotionnel aussi, cette manière, en fait, de prendre soin de soi. Et de devenir aussi, alors là je vais aller sur un autre thème et qui est toujours dans le même thème, mais c'est être sa propre mère. Et souvent, alors il y a un livre que j'aime beaucoup qui est d'un couple très connu, il travaille beaucoup sur l'enfant intérieur, donc c'est Cochrane-Bellet, le couple, hein. Alors je ne me rappelle plus de leur prénom, et un livre qui écrit « Vous n'êtes plus les enfants de vos parents ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir en fait s'affranchir et se libérer tout en restant les enfants de nos parents, mais qu'en même temps, nous avons aussi cette responsabilité de nos choix. C'est-à-dire cette décision, cette autonomie. Et souvent, comme vous le disiez tout à l'heure, que la mère, elle peut nuire à son enfant, notamment par rapport à l'autonomie. Par exemple, elle va empêcher sa fille de prendre ses propres décisions. Et cette maman qui va vouloir décider pour sa fille, non, il vaut mieux que tu t'habilles comme ça, non, ça c'est pas approprié, pourquoi ton enfant tu fais ça et ça comme ça avec lui, moi, à mon époque on faisait pas comme ça, ah mais vous de toute façon vous psychologisez tout est non, écoute il pleure, donne-lui une claque et puis il va se calmer, par exemple, toutes des choses comme ça où en fait où on laisse en fait, on pose notre mère sur ce piédestal et sur lequel, en fait, on ne la fait pas descendre. Et donc, il va falloir... Alors, c'était Freud qui disait ça, hein, moi, je ne suis pas freudienne du tout, mais là-dessus, c'est-à-dire de tuer le père. Quand il parle de tuer le père pour que toi, tu puisses t'affirmer, te développer et vraiment régler ton Oedipe. Voilà. Bon, je suis pas freudienne, hein, Philippe, mais simplement pour dire qu'à un moment donné... C'est pas grave, non, Karima, mais... on va vous garder quand même. Enfin, je veux dire, bon, non, mais on va terminer l'émission et puis on en prendra une autre la prochaine fois. D'accord, donc vous n'êtes pas loyal, Philippe. Hein, il fallait qu'on en parle du conflit de loyauté. Parce que ça, c'est il faut important, en parler, il faut qu'on en parle. Dans la relation mère-fille. Oui. Donc, l'idée que je veux faire passer, c'est qu'à un moment donné, il va falloir questionner ce modèle de femme, ce modèle de féminité, ce modèle de maternité, ce modèle de maternalité que l'on m'a transmis et que je veux faire vivre. Donc c'est important, Karima, d'identifier les schémas qu'on a hérités de son enfance. Oui, exactement, parce que le modèle de la féminité, de la maternité, donc il y a deux, on va dire, il y a deux canaux. Il y a ce qui est visible et conscient et qui est nommé. Et il y a ce qui est invisible, intangible et qui n'est pas nommé. C'est-à-dire tout ce qui va être les transmissions conscientes et les transmissions inconscientes. Donc quand votre mère elle a une certaine manière de faire les choses, je vais vous donner simplement un exemple, comment en fait des convictions personnelles elles peuvent se figer, se fixer. J'ai une amie qui on était dans un séminaire ensemble et elle me racontait comment elle cuit le gigot. Moi je suis une fille de cuisinier, paix à son âme, mon papa. Et papa était chef cuisinier. Et donc un gigot, si tu coupes un gigot, c'est comme si c'est un sacrilège. Un gigot, ça se coupe pas, sauf si tu veux faire des brochettes avec la viande. Mais le gigot entier, quand tu le cuisines, tu cuisines un gigot d'agneau, eh bien, tu vas le cuisiner en entier, le rentrer dans ton four en entier. Et mon amie me racontait, elle disait, nous, le gigot, on le coupe en deux. Et elle pose la question à sa mère. Elle lui dit, mais maman, pourquoi le gigot, tu le coupes en deux? Elle dit, écoute, c'est ta grand-mère qui a toujours fait comme ça. Et elle a dit, j'ai appris de ta grand-mère, elle a toujours fait comme ça. Donc quand elle se retrouve avec sa grand-mère, et elle lui dit, mais mamie, pourquoi tu coupes le gigot? Elle lui dit, tu sais, à mon époque, j'avais un tout petit four, et donc pour que le gigot puisse cuire, je le coupais en deux. Donc regardez comment une méthodologie, un truc pratico-pratique est devenu une croyance et un héritage. Ou un sacrilège, on fait comme ça et on ne change pas. Vous voyez ? Comment se libérer de l'empreinte maternelle ce matin avec Karima Chadibaou et je pensais à cette phrase, tant que tu n'as pas identifié les schémas hérités de l'enfance, tu continues à te comporter comme une petite fille blessée dans un corps d'adulte. Exactement. La petite fille en soi,
cette petite fille qui a manqué peut-être d'être vue, qui a manqué de sponsorship, c'est-à-dire de parrainage positif, c'est-à-dire qu'on l'a vue, qu'on l'a reconnue dans son individualité, qu'on l'a reconnue dans sa personnalité, dans ses besoins, dans ses désirs, dans ses aspirations et dans ses inspirations aussi. Et donc, qui finalement, elle est encore là à l'intérieur de nous. Et notre travail, c'est d'aller la chercher, d'aller la consoler, d'aller la rassurer et de la laisser... parce que c'est elle, en fait, qui porte nos rêves. C'est elle qui porte nos rêves les plus profonds, les plus beaux, les plus irrationnels, j'ai envie de dire, entre guillemets, et qu'il va falloir justement la libérer et lui dire, c'est l'enfant rebelle, en fait, qui va nous amener... Alors moi, j'y crois très profondément, cet enfant rebelle, alors le beau rebelle, hein, pas le rebelle, celui qui questionne, hein, pas le rebelle qui dit « allez vous faire voir », c'est pas celui-là, hein, mais le rebelle... même s'il peut le dire aussi, mais le rebelle qui va vous permettre en fait de pouvoir vous dépasser vous-même, c'est-à-dire ne pas rester sur des a priori, rester sur des présupposés qui ne viennent pas de vous déjà, mais qui ont été hérités, et qui va vous permettre en fait d'aller au-delà de vous, au-delà de vous pour aller vous retrouver et vous reconnecter à vous-même, pour finalement cette petite fille qui va vous permettre de devenir finalement votre propre mère et votre meilleure amie. Qu'est-ce qu'on appelle la blessure à la mère ? Alors la blessure on appelle aussi la blessure maternelle, c'est quand en fait votre mère étant enfant, elle a eu en fait, elle a incarné les différents archétypes maternels. Les différents archétypes maternels, c'est quoi ? C'est les archétypes, qu'est-ce que c'est ? C'est une image qui est partagée par l'humanité entière et sur laquelle en fait on va créer des références les uns les autres, et ces références c'est développé par le psychologue suisse Carl Gustav Jung, hein. C'est des motifs, ça peut être des motifs, ça peut être des symboles. Par exemple, quand on représente la maternité, on la représente souvent avec une forme ronde, plutôt avec comme par exemple la figure de la Vierge Marie, par exemple, de la mère par excellence. Et donc quand cette mère, quand on porte la blessure de la mère, c'est une mère en fait qui s'est transformée, Carl Jung en parle, donc il y a la mère protectrice, qui devient en fait le côté obscur, donc ça c'est le côté lumineux. Mais le côté obscur, c'est le côté qui va en fait laisser sortir tout ce côté un peu dark, un peu noir, un peu obscur, un peu sombre, même beaucoup, de la mère dévorante en fait. C'est-à-dire elle est dans une pleine puissance de... C'est mon enfant. Pourquoi ? Parce qu'elle a porté en son sein pendant 9 mois, qu'elle a nourri de son sang, qu'elle a nourri de son amour, qu'elle a nourri de sa sollicitude, que cet enfant est imprégné en fait de tout ce que la mère a pu traverser, de ses émotions, et donc cet enfant est pétri de ça. Et donc elle peut avoir un pouvoir exorbitant et qui va justement empêcher, là où on parle de blessure maternelle, qui va empêcher, elle devient la mère dévorante, où elle va empêcher cet enfant de s'épanouir, de faire ses propres expériences, d'explorer le monde. C'est pour ça que beaucoup en psychologie, quand on travaille sur la psychologie de l'enfant, eh bien on laisse pas cette dyade, la mère et l'enfant tout seul. Il y a besoin de ce tiers séparateur qui est le papa, d'accord ? Et moi je reste sur il y a un papa, il y a une maman, parce qu'on a besoin de ces figures-là pour nous construire, d'accord ? Et c'est pas être réactionnaire. C'est simplement dire, il y a une réalité biologique. Même si la figure paternelle ou maternelle peut être occupée par quelqu'un d'autre que le père ou la mère biologique. Oui, mais je reste sur le masculin, c'est masculin, le féminin, c'est féminin. Ouais, voilà, ça c'est Karima Chadibaou. Voilà, oui, 2024. Oui, 2024 et même 2030, si vous voulez, ce sera toujours cette réalité-là. Il y a des nouveaux modèles de famille aujourd'hui, Karima. Philippe, je ne suis pas en train de dire que bien sûr qu'il y a des nouveaux modèles de famille. Oui, je sais. Je vous attaque pas et je vous laisse assumer parce que vous l'assumez. Mais aujourd'hui, on nous présente des nouveaux modèles familiaux. Oui, mais est-ce que alors des nouveaux modèles familiaux, je suis pas en train de dire que la famille classique et traditionnelle ne dysfonctionne pas. Je suis simplement en train de dire que pour qu'un être humain soit équilibré, qu'il grandisse et qu'il s'épanouisse, il a besoin de ces deux figures. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle des figures d'attachement ? Alors un attachement anxieux, un attachement évitant, un attachement sécure. Je veux dire quand même, l'être humain, il a quand même besoin de certains piliers pour se développer. Et ces piliers, s'ils ne sont pas stables,
S'ils sont mouvants, ça va être compliqué. On va peut-être faire des générations. C'est pas le sujet de l'émission. Mais non, c'est pas le sujet de l'émission. Ça vaut une émission parce qu'on peut peut-être s'attacher à des parents du même sexe. Oui, je suis d'accord, mais même dans les parents de même sexe, il y en a un qui va prendre la figure maternelle et un qui va prendre la figure paternelle. Bon, j'arrête de vous... Forcément. Non, mais je l'ai remarqué, Philippe, j'accompagne des familles comme ça. Mais je sais. Quand je dis comme ça, c'est-à-dire avec ce modèle-là. Et moi, je suis OK avec ça. Je n'ai aucun problème. Simplement, il y a la question d'ordre, Philippe. Il y a de l'ordre. Dans la nature, il y a de l'ordre. D'accord ? Et cet ordre, qui va jouer le rôle du père ? Qui va jouer le rôle Parce qu'un être humain, pour se structurer, il a besoin des deux. C'est l'équilibre. C'est la balance. Pour celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, comment est-ce qu'on mesure la qualité de sa relation avec sa mère ? Alors là, ça c'est une bonne question. Non, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se sont peut-être jamais posé la question, qui se disent ma mère, c'est ma mère, de toute façon. Oui, elle est comme ça, comme elle est. Ouais. Voilà. Mais oui, qui ressentent peut-être parfois des incompréhensions, de la culpabilité, oui, de la honte. De pas être à leur place, de pas être aimés comme ils auraient aimé être aimés. Mais ils disent bon, c'est comme ça. Alors comment est-ce qu'on mesure la qualité et c'est quoi une relation avec sa mère qui serait saine, on va dire ? Alors une relation qui serait saine, et comme dans toute relation, c'est à quel point je peux être moi-même. Ça veut dire quoi être moi-même ? Avec ma mère, est-ce que je peux être moi-même ? C'est-à-dire être authentique, pouvoir dire les choses, même si je vais les dire avec des pincettes ou je vais utiliser des stratégies pour pouvoir parler avec ma mère, lui dire certaines choses. C'est à quel point je peux et dans quelle mesure je peux être moi-même et dire ce que je pense. Ouais, d'accord ? Ça c'est vrai avec sa mère et c'est vrai avec tout le monde. Mais ça, c'est vrai avec tout l'entourage. Ça c'est clair. Ouais. Et dans les relations, les relations mère-fille, elles sont aussi. Alors je perds le mot là, mais elles sont assignées. Je veux dire ça comme ça. Bon, je vais voir si c'est le bon mot. Déjà elle va être assignée au même principe de fonctionnement en fait. Quand on est avec une personne, quand on est en relation, en interaction. Alors j'aime beaucoup pour travailler là-dessus, j'aime beaucoup utiliser l'outil de l'analyse transactionnelle. Vous savez que dans l'analyse transactionnelle donc de Eric Berne, on a un égogramme, ce qu'on appelle l'égogramme, c'est-à-dire la partie parent. En nous, à l'intérieur de nous, il y a la partie parent, et dans le partie parent, vous avez le parent critique, le parent protecteur, le parent normatif. Critique ou normatif. Et puis vous avez l'adulte qui a travaillé sur ses besoins, qui se connaît, qui est authentique, qui connaît sa vulnérabilité, qui connaît ses faiblesses et qui sait formuler des demandes par rapport à ses besoins. Et vous avez la partie enfant en nous, celle qui en fait peut être soit l'enfant soumis et adapté, et c'est là où ça se joue. Soit je suis soumise et adaptée par rapport à mes parents et que ce schéma selon les relations que j'ai co-créées avec mes parents dans l'enfance, eh bien, je vais probablement les rejouer à l'âge adulte et quel que soit le contexte dans lequel j'évolue. Que ce soit au travail, que ce soit au niveau familial et dans la reproduction aussi du modèle familial et du modèle aussi conjugal. Et donc, vous avez cet enfant, cette partie de l'enfant soumis ou adapté, vous avez l'enfant rebelle et vous avez l'enfant lumineux ou l'enfant spirituel. Et l'enfant spirituel ou lumineux, c'est cet enfant en fait qui s'est renoué avec lui-même et qui vit conformément à son essence. C'est ce qui m'amène justement à dire, est-ce que je peux être moi-même quand je suis avec ma mère ? Ou est-ce que je porte le masque, le persona, comme dirait Jung, Carl Gustav Jung, ce persona, ce masque pour pouvoir être valable pour ma mère ? Donc si je suis dans une relation comme celle-là, c'est-à-dire que quand je vais aller voir ma mère, je vais porter le costume de comment ma mère veut me voir et comment ma mère pense que je suis, eh bien là forcément, on évalue la relation comme étant pas très saine, pourquoi et pas authentique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une espèce de rapport de supériorité, infériorité, un rapport de domination où, parce que c'est ma mère, donc oui, je l'ai mis sur un piédestal et je vais moi me retrouver, ne pas pouvoir être moi-même. Pourquoi ? Parce que j'ai peur de déplaire. J'ai peur. Alors moi souvent je donne des exercices comme ça, ou par exemple un thème d'une séance quand je travaille avec des personnes sur cette problématique-là, dans la relation avec leur mère, je leur dis ok, cette semaine, je leur donne des exercices sur oser déplaire. Oser déplaire, rien que ça. Et je leur dis vous allez faire 2 choses dans la semaine ou 3 choses qui vont déplaire à votre mère. Alors là, la personne elle se met à trembler, elle me dit oh non mais c'est pas possible, mais comment je fais ? J'aurais une toute petite chose.
soit ça peut être exprimer votre désapprobation ou votre désaccord, faire quelque chose différemment d'une autre manière, soit le faire d'une autre manière, soit simplement vous dit oui, tel jour tu viens, et puis vous dites non, moi je peux pas, ce jour-là, et sans être sur la défensive et sans être dans la justification, pour vous aider justement à enlever cette empreinte qui est posée pour vous libérer et prendre, en fait, vous dissocier et commencer en fait à soigner et à guérir, parce que l'objectif c'est ça, c'est de guérir, ou en tout cas de transformer ce schéma de soumission que l'on a avec sa propre mère. Donc c'est comme ça un peu qu'on évalue, à quel niveau je peux être moi-même, à quel niveau je peux marquer ma différence, à quel niveau je peux exprimer mon désaccord, ou est-ce que je suis béni oui, et tout ce que dit maman, oui, mais derrière mes oui, j'ai envie de dire un non. J'ai envie de hurler un non, mais j'y arrive pas parce qu'il se bloque ici au niveau de la gorge. Parce que... Quel que soit votre âge. Hein. Et quel que soit votre âge, parce que dans la phase d'opposition, ça je le dis souvent, laissez vos enfants, quand ils sont à l'âge de l'opposition, quand ils sont dans la phase du processus d'individuation, c'est-à-dire où il est en train de découvrir qu'il est un individu à part entière et qu'il est séparé de sa mère, et qu'il n'est pas une continuité de sa mère, mais qu'il est un être distinct, avec une volonté propre. Et bien c'est à cet âge-là, 18 mois, 2 ans. Et donc si nous on vient, on lui dit non, arrête, pourquoi tu dis non, arrête de dire non. Mais on est en train déjà de taire et d'étouffer en fait cette personnalité qui n'attend que de s'exprimer et de jaillir. Et après on lui dit moi je comprends pas, avec ton mari tu te laisses faire, tu es complètement soumise. Mais si maman tu me domines déjà, comment tu veux que je puisse exprimer mes points de vue ou exprimer ma différence ou exprimer mes besoins si déjà je suis tue, si déjà on m'écrase, si déjà à la maison on m'a pas appris à exprimer ma volonté propre. Comment tu veux que je l'exprime avec un compagnon? Comment tu veux que je l'exprime avec mes amis? Et que je deviens finalement leur paillasson? Alors le problème, il y a un livre comme ça d'ailleurs, ni paillasson ni hérisson. Je veux pas être un paillasson, on s'essuie les pieds dessus, et je veux pas être un hérisson non plus. Et je pense qu'il y a un juste milieu, comme on l'a dit tout à l'heure, entre les deux. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Philippe? Un peu. Alors. Non, mais c'est bien. C'est bien, d'accord. Non, mais vous me dites, parce que moi je sais que je fais beaucoup de... Parfois on peut avoir l'impression d'être très complice avec sa mère, de tout se dire, tout ça, mais de ne pas être soi-même, par exemple. Exactement. Vous voyez, c'est pas la même chose. Donc finalement, oui, ça se passe bien, on est toujours sur la même longueur d'onde, mais ça se passe bien parce qu'on est toujours sur la même longueur d'onde. Oui, mais il faut simplement pouvoir le dire aussi, c'est-à-dire c'est pas honteux, il y a quelque chose de l'ordre. Alors peut-être parce que moi je suis de culture... mais il y a de la culpabilité d'être en opposition. Exactement. C'est même pas la culpabilité, Philippe. Parce que la culpabilité, ça veut dire on se sent responsable de quelque chose qu'on a mal fait. Et donc, culpabilité, ça veut dire qu'il y a besoin de réparer. Mais quand on vient chercher qu'est-ce que je vais réparer, on trouve pas. Donc c'est là où on réalise que finalement, c'est pas de la culpabilité, mais c'est plutôt une honte. Pourquoi une honte? La culpabilité, elle est attachée à quoi? Au comportement. La honte, elle est attachée à quoi? À l'identité. C'est-à-dire, c'est toutes les phrases où on nous dit quand on est petit, mais t'as pas honte de faire ceci ou cela? Mais t'as pas honte comment tu t'es exprimé? Oh là là, honte à toi. Vous voyez? Donc ça, c'est problématique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut déjà réussir à distinguer, c'est ce qui va permettre d'évaluer, je réponds encore à votre question, sur comment on sait qu'une relation mère-fille est défaillante. Eh bien, c'est quand elle me parle, est-ce que je ressens toujours de cette culpabilité qui est là, qui me rend mal, qui me serre le cœur, qui fait tourner mes tripes, et qui me met dans des ruminations incessantes à dire quoi que je fasse, je suis pas à ma place, et puis j'ai l'impression de jamais faire bien, quoi. Voilà, aujourd'hui c'est la journée des revendications avec Karima Chaliban. Voilà. Attention, je vais descendre dans la rue, Philippe. Elle est en opposition et voilà. Non, Philippe. Je peux plus rien dire. Si. Je suis brimé. Oh. Je suis brimé. Est-ce que vous avez l'air de quelqu'un de brimé là? Non, j'ai pas l'air, mais bon, voilà. Bon, la caméra ne vous filme pas, j'accepte ma différence et je tiens à l'exprimer, Karima. On parlait des mères toxiques tout à l'heure. C'est vrai que c'est une expression qui s'est beaucoup popularisée, que l'expression de la mère toxique. Mais même pour les relations d'ailleurs. Mais pour les relations toxiques, on en fait déjà plusieurs émissions aussi là-dessus. Ce terme de toxique, mais peut-être que hériter d'une féminité blessée, ça peut avoir été l'enfant d'une mère toxique. Alors il y a plusieurs profils de mères toxiques. Hein. Oui, il n'y en a pas qu'un. Il n'y en a pas qu'un. Il y a, je les ai pas tous en tête, Philippe, vous allez m'aider. Mais il y a celui de. Alors il y a la mère victime. Oui, la mère victime.
victime, cette mère en fait elle peut être victime et puis dépressive aussi, donc elle voit des persécuteurs partout, donc dans sa propre fille, dans ses propres enfants, dans son propre mari, dans la société en général, et en fait c'est des femmes qui gardent en fait cette posture, même si elles sont des vraies victimes au sens juridique, mais des victimes aussi, il y a une espèce de paresse de vivre, quelque chose comme ça, qui, parce qu'elles sont tellement englouties dans leur douleur, dans leur blessure, que finalement elles ne voient pas d'issue. Et leur seule manière d'interagir, c'est de blessure à blessure. Et donc quand quelqu'un vient vous parler, et ça c'est valable dans toutes les relations. Oui, c'est-à-dire qu'en fait finalement, moi j'ai été blessée, donc je veux que tu sois blessée aussi. Exactement. Et donc il y a une espèce d'injustice, qu'elles vivent comme ça, de non mais pourquoi elle est épanouie, elle va bien, alors que moi je vais mal. Donc et elle vient en fait à ce moment-là, j'ai encore le mot assigné qui revient, mais cette solidarité entre mère et fille, solidarité aussi féminine. Donc on vient, parce que de là où elle interagit, l'endroit par lequel part l'interaction, la source de l'interaction, c'est la blessure. C'est pas son âme, c'est pas ce qu'elle a de plus beau en elle, de son essence, de sa source, sa vraie source. Donc elle pense que sa source c'est la blessure. Donc du coup, elle pense qu'elle n'est que blessure. Voyez ? Et donc, et qu'est-ce qui va définir en fait que cette relation mère-fille est toxique ? Qu'est-ce qui va la définir ? C'est qu'en fait, il y a une influence entre les deux, et elles vont, comme je l'ai dit, parler. Donc, quand quelqu'un vous parle de sa blessure, si vous n'êtes pas thérapeute en face et que vous n'avez pas mis votre casquette de thérapeute ou de super empathe, elle va venir en fait réveiller votre propre blessure à vous, et donc ça va être deux blessures qui communiquent l'une avec l'autre. Et c'est là où on peut rentrer en fait la hiérarchisation, c'est-à-dire non mais moi je souffre plus que toi, et avec tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai fait pour toi et tous les sacrifices que j'ai fait pour toi, je suis restée avec ton père parce que justement je voulais que tu aies un foyer, je voulais que tu grandisses comme les autres enfants, mais moi je me suis coupé les 4 veines. Je me suis sacrifiée. Voilà, la mère qui se sacrifie. Ça fait partie aussi de la mère toxique, quoi. Celle qui vous dit, tu vois, regarde là, tu vois tous mes cheveux blancs là, tu vois là. C'est toute la patience que j'ai eue avec vous. Et pour récolter ça aujourd'hui, vous allez me ramener dans ma tombe. C'est vous qui allez m'emmener dans ma tombe. Fille ingrate. Et donc, juste simplement parce que peut-être que cette fille a voulu exprimer à un moment donné sa volonté, son désaccord, sa différence, tout simplement. Alors, il y a la mère étouffante que vous connaissez bien. La mère étouffante. Non. Alors là, Philippe, non. Qu'est-ce que vous présupposez là ? Étouffante. Qu'est-ce que vous parlez étouffante ? Je suis pas un serpent, un anaconda. La mère étouffante. Est-ce que la mère étouffante, c'est pas une mère surprotectrice finalement ? Oui. C'est la mère hyper protectrice qui a peur, et c'est une mère très anxieuse parce que elle est guidée par l'idée aussi que le monde est dangereux. Donc c'est l'hyperprotection. Vous vous rappelez quand on avait fait l'émission sur les parents, les différentes sortes de parents, il y avait le parent hélicoptère et le parent drone, vous vous souvenez ? Ouais. Donc c'est souvent ça, c'est souvent ce parent-là étouffante qui va anticiper tous les besoins de son enfant. Et le problème, quand l'enfant est bébé, dans sa petite enfance, oui, bien sûr qu'on va protéger l'enfant, et on va le protéger dans son environnement, lui donner les règles, les consignes de prudence. Mais quand on est une femme adulte et que votre mère est toujours comme ça, étouffante, et où vous sentez, d'ailleurs, beaucoup de femmes l'expriment par la main que vous posez comme ça, oui, sur la poitrine, parce que c'est ici que ça se passe. Ouais. C'est ici que ça se passe, c'est-à-dire les crises d'asthme, le rythme cardiaque qui s'accélère, parce que on va demander à maman son avis, parce que on veut faire une cérémonie pour l'enfant, par exemple, un mariage, marier sa fille, marier son fils. Il faut demander à la matriarche comment elle veut que ça se passe, qu'est-ce qu'elle veut, c'est quoi son idée de fleurs, c'est quoi son, vous voyez, donc c'est ça. Et je pense que dans les cultures méditerranéennes, on est très, très, très étouffant. Je veux le dire, voilà. Et parce que ça part d'un bon sentiment, on a dit, c'est pas la volonté de nuire. Alors c'est pas la même chose que contrôlant. Non, alors là, contrôlant, c'est autre chose. C'est pas la même chose. On peut avoir les deux. En fait, on peut cumuler les deux. Être étouffante, c'est-à-dire ne pas faire de la place à l'autre.
L'autre ne peut pas respirer, ne peut pas être à sa place. D'accord ? On va le prendre de manière Et étymologique. contrôlant. Et contrôlante, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un présupposé que tu ne réfléchis pas bien. Il y a un présupposé derrière que tu ne penses pas bien, que tes processus internes ne sont pas bien dans le sens, donc là on est vraiment dans un jugement moral, que tu ne réfléchis pas bien, tu ne penses pas bien, donc forcément tu vas prendre de mauvaises décisions. Et donc c'est le fameux « moi je sais, moi j'ai l'expérience ». D'accord ? Et donc elle va vouloir contrôler. Ça commence par votre manière de vous habiller, dans votre travail. Tu travailles pas aujourd'hui ? Non. Tu devrais travailler. Tu sais, en plus, alors avec la contrôlante, il y a comment on appelle ça, la structure. On appelle ça la structure de la schizophrénie, qui est la double contrainte. La double contrainte. Alors en arabe, on la traduit par tu fais cette chose, c'est pas bien, mais si tu la fais pas, c'est pas bien non plus. D'accord ? C'est la fameuse histoire, la mère qui offre. Alors nous, dans le monde de la thérapie, on l'illustre. Finalement. C'est jamais bien, c'est jamais assez. C'est la mère qui offre 2 cravates à son fils, une rouge et une bleue. Et elle l'invite à dîner, il va dîner chez elle, il met ce jour-là la cravate bleue. Elle lui dit « Ah, t'as pas aimé la rouge ?» Et donc il lui dit « Non, mais c'est juste que j'ai choisi. Non, j'étais sûre, t'as pas aimé la rouge. » Donc la deuxième fois, il revient chez elle, il met la rouge. Elle lui dit « Ah, tu vois, la bleue, elle t'allait mieux. » D'accord ? Elle t'allait mieux. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Quoi que je fasse, c'est jamais ça. Donc l'idéal, c'est quoi ? Et la réponse, c'est ce qu'on dit nous en thérapie, tu fais les deux. Donc le gamin, l'enfant, revient avec ses 2 cravates. Il met les 2 cravates. J'adore. Donc c'est la structure de la schizophrénie, Philippe, la double contrainte. Il y a beaucoup de livres d'ailleurs écrits là-dessus dans le monde de la thérapie. Cette mère contrôlante, c'est ça en fait. Elle va vouloir en fait diriger votre vie. Et direction sur quoi ? Pas direction, comment on appelle ça ? Directivité, voilà. Directivité sur vos processus de pensée, sur votre manière de réfléchir, et directivité sur vos émotions et sur vos comportements. Ça veut dire quoi ? Qu'elle vous dit, qu'est-ce que tu dois ressentir à tel moment ? Qu'est-ce que tu dois faire à tel ou tel moment ? Parce qu'elle sait. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la voie de la vérité, quelque chose de l'ordre de la mentalité supérieure. Vous voyez ? Alors, il y a la mère narcissique aussi. Alors, cette maman-là, elle, c'est le centre. Elle s'aime beaucoup. Donc, probablement qu'elle a des blessures aussi narcissiques, qu'au moment où l'expression du non, l'affirmation de soi, elle n'a pas été, ou alors elle a dû subir des violences, une honte qui est collée en fait à sa personnalité, à son identité. Donc, du coup, elle est narcissique, c'est-à-dire que c'est elle le centre et que sans elle, elle peut être aussi contrôlante et manipulatrice, dans le sens où elle va... c'est-à-dire que c'est elle le centre, quoi. Tout vers elle, quoi. Tout vers elle. Mais au final, la mère narcissique, elle cherche à prouver aux autres que c'est la meilleure mère, avec les meilleurs enfants quand même. Exactement, que ses enfants sont parfaits, une bonne éducation, et que elle, vraiment, c'est le top. C'est la top des mères. Et quand vous lui dites, oui, vous reprenez l'expression de Winnicott, que la mère est suffisamment bonne, non, elle va dire non, moi je suis parfaite, moi il n'y a rien à redire. C'est revois-toi, toi. Et moi je sais. Donc là, on est vraiment dans une mentalité, d'une position très très haute, parce que justement, elle ne se remet pas en question. C'est une des raisons aussi, une des manières dans la résolution, par exemple, de conflits, où cette mère-là, elle se remet pas en question en fait. Elle se remet pas en question. C'est toi, non, l'erreur, elle vient de chez toi, elle vient pas de chez moi. Il y a la mère distante. Alors ça, c'est justement... c'est intéressant comme profil, finalement. La mère distante, je reprends juste mes notes pour pas dire n'importe quoi, mais même si je dis pas n'importe quoi. Non, jamais. Jamais. Mais c'est une maman qui préfère maintenir une certaine distance, car elle est mal à l'aise par la proximité. Elle est mal à l'aise par la proximité, elle va pas donner de câlins, ou elle va dire, par exemple, je suis pas distributeur de câlins. Déjà, c'est une maman qui, enfin de mon point de vue, elle est déjà mal avec elle-même, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'est pas sa propre mère déjà, parce que pour être mère, donc il y a la mère de nos enfants, mais pour pouvoir vraiment être dans cet archétype de la protectrice, de la mère nourricière, de pouvoir, elle est capable de se nourrir elle-même. Et la mère distante, c'est qu'elle ne le sait pas, elle est déjà très anxieuse. Quoi qu'elle fasse, elle a l'impression que c'est peut-être pas la bonne chose à faire, ou la juste distance, et donc du coup elle préfère être dans l'évitement.
Et donc, dans cet évitement, elle va pas donner. Et donc, l'enfant va le percevoir comme étant une mère froide, une mère distante, une mère qui n'aime pas, en fait. Et que pour pouvoir aimer, elle peut s'allier avec la mère narcissique ou la mère contrôlante, dans le sens où il faut que tu sois... Il y a quelque chose de l'ordre d'être digne de l'amour de ma mère. Donc telle ou telle chose, peut-être que je suis, et elle va le dire, hein, parce que c'est quelqu'un qui tait ses émotions, ou en tout cas on lui a pas appris à les exprimer et à répondre en fait à ses émotions et à les nourrir en fait, à nourrir et à aller comment je vais dire, à répondre d'une façon satisfaisante à ses émotions. Et donc on lui a pas appris. Et pour elle c'est dangereux de ressentir. Ça peut être dangereux parce que je peux être faible. Moi, beaucoup de mamans distantes et qu'elle me dit mais oui, mais mon enfant il me réclame tout le temps les câlins. Il y a comme une espèce d'absence spirituelle. Quand je dis absence spirituelle, c'est-à-dire que je parle pas de religion, hein, je parle de cette absence de l'être. Elle n'est pas là, elle n'habite pas son corps. Et donc il y a cette espèce de distanciation émotionnelle. Et donc s'il y a une distanciation émotionnelle, ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion émotionnelle. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à connecter avec son enfant. Pourquoi ? Soit parce qu'elle s'estime pas assez pour son enfant, soit elle s'estime que c'est dangereux, que je vais me perdre dans cet amour, et donc c'est vraiment, on est encore dans deux extrêmes encore là, et donc elle va rester dans la distance quoi, et elle va aimer à distance, elle va dire j'ai pas besoin de le prendre dans mes bras pour lui montrer que je l'aime, j'ai pas besoin de le caresser pour lui dire que je l'aime, j'ai pas besoin de lui dire oui mais moi j'ai une autre manière de dire je t'aime, quand je lui prépare un petit plat ça veut dire je t'aime, je dis dans ce cas-là dis-le que quand je fais ça, ça veut dire ça. Traduis-le. Il y a beaucoup de mères qui font ça. Qui cuisinent et c'est de l'amour. Et c'est de l'amour. Mais oui, vous savez, là, je vais renvoyer au bouquin du docteur Gary Chapman, les 5 manières de dire je t'aime. Les 5 langages de l'amour. Voilà, le titre du livre, c'est les 5 langages de l'amour. Beaucoup de filles qui ont grandi avec des mères toxiques, d'ailleurs, ont développé le syndrome de la gentille fille. Hein. Oui. Ah oui. Oui, parce que on a compris en fait que pour pouvoir recevoir l'amour de maman, pour recevoir le regard de maman, eh bien, il faut que je sois gentille. Et d'ailleurs, les parents le disent. Allez, sois gentille, hein. Allez, fais pas de bêtises quand on les dépose à l'école. Tu es gentille avec la maîtresse, hein. Tu es gentil avec tes camarades, tu fais pas de bêtises, hein. Donc gentil, on a compris que gentil, c'est s'écraser. Et ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça qu'on dit, il y a beaucoup de dictons qui disent trop gentil, trop CON, quoi. Trop. Mais ça veut dire quoi, en fait, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la bonté. On a perdu, en fait, la connexion avec ce que c'est qu'être bon. Je suis bon parce que j'ai envie. Je suis bon, c'est pas parce que j'ai pas le choix. Et la gentille fille, c'est qu'elle n'a pas le choix. Je suis aimée si et seulement si je fais ce que les autres veulent de moi. Je suis celle que les autres veulent de moi, et notamment ma mère. Et donc c'est comme ça que ça s'installe. La gentille épouse, la gentille sœur, la gentille collègue, la gentille... d'accord ? Donc non. Soit c'était le docteur, pas le docteur, mais l'avocat, l'ancien avocat Thomas d'Ansembourg. J'aime beaucoup ce monsieur. Et qui parle, dit cessez d'être gentil, soyez vous-même, soyez vrai. Tout simplement. Mais ça a pris. La gentille Karima est avec nous voilà. Aujourd'hui. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Ça y est, on a fini. Oui, c'est fini. C'est passé trop vite, c'est Philippe. Fini. On n'a pas tout dit. Mais non, on n'a pas tout dit, mais on dit jamais tout. Oui, c'est vrai. D'accord. C'est déjà si on se bat pendant l'émission, on perd un temps fou. Bien, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Avec Très plaisir. belle journée santé sur Beurre FM.